des coudes, là, si vous avez une inflammation au niveau du bras, avec un placard érythémateux, sachez que vous êtes devant un érysipèle dont la porte d'entrée est le cathéter. Au niveau des fesses, le plus souvent, la porte d'entrée est constituée par un intertrigo interfessier. Là, donc, vous avez des signes qui sont assez spécifiques. Vous avez chez cet enfant une grosse jambe, un gros pied inflammatoire avec des lésions buleuses. Et vous regardez au niveau donc, du genou, il y a une présence d'une plaie traumatique. Là, le diagnostic est rapidement fait. Et là, ça peut être un placard beaucoup plus franc, surtout chez les adolescentes qui se dépigmentent au clobétasol. Là, vous pouvez avoir un placard érythémateux très franc, surmonté de lésions fluctérulaires. Le diagnostic d'un érysipèle est clinique. On n'a pas besoin de paraclinique pour poser le diagnostic d'une thermohypodermite bactérienne non nécrosante. Mais à chaque fois que c'est disponible, les examens paracliniques vont permettre de conforter votre diagnostic. Avec à la numération formule sanguine hyperleucocytose, une VS accélérée, la CRP très accélérée, les ASLO peuvent être augmentés, mais ça ne vaut pas la peine du tout de les demander. La procalcitonie, mais ça ne vaut pas la peine de demander ça. Pourquoi? Parce que c'est cher et ça ne change pas le diagnostic. Vous faites des prélèvements bactériologiques au niveau local, au niveau de la porte d'entrée, mais aussi au niveau des bulles. Et concernant le prélèvement bactériologique au niveau de la bulle, il ne faut pas rompre la bulle et faire un écouvillonnage. Il faut aspirer le liquide de la bulle. Vous désinfectez la bulle et vous aspirez. Et là, vous allez avoir plus de chances de tomber sur un germe. Mais si vous rompez la bulle et faire un écouvillonnage, vous tombez rapidement sur une suture. Et quel que soit le lieu de prélèvement local, il faut savoir qu'on a rarement une positivité à l'examen bactériologique du prélèvement. Pourquoi? Parce que là, le streptocoque agit par une toxine appelée érythrotoxine. Donc, le germe est là-bas au niveau de la porte d'entrée et largue une toxine. Et c'est cette toxine-là qui est responsable du tableau. C'est pour cela que les hémocultures sont rarement positives. L'évolution sous traitement est favorable en 8 à 10 jours avec une desquamation furfuracée. Il faut savoir que, par exemple, vous pouvez même recevoir un enfant, un grand enfant, avec un érysipèle en guérison spontanée. Et là, vous tombez sur une desquamation d'une des jambes. Là, ça permet de faire le diagnostic rétrospectif. Attention, il y a un grand risque de complications. Et ce qu'on observe souvent, c'est, l'enfant qui a une douleur au niveau de la jambe, on l'amène au poste de santé ou bien au centre de santé, on lui prescrit des anti-inflammatoires non stéridiens. Là, il y a un risque de complications vers une forme nécrosante. C'est pour cela, quand on a une dermohypodermite bactérienne non nécrosante, il ne faut jamais, et je dis jamais, prescrire des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les complications peuvent être locales avec l'abcès, la thrombophlébite, surtout si vous avez des facteurs de survenue de thrombose veineuse, mais la complication aussi peut être le basculement vers une forme nécrosante et au cours de la forme nécrosante, ça donne une véritable septicémie. À court terme, donc à moyen terme, on peut avoir une récidive. À moyen terme, on peut avoir l'installation d'un lymphodème. Parce qu'à chaque fois que vous avez une dermohypodermite bactérienne non nécrosante, il y a une altération du réseau lymphatique, ce qui peut laisser comme séquelle
donc un œdème qui va donc donner un lymphodème. Et quand vous avez un lymphodème, le risque, c'est que ce lymphodème évolue vers un éléphantiasis. Et que ce soit le lymphodème ou l'éléphantiasis, c'est donc un terrain loco-régional de survenue de érysipèle et vous assistez à ce cercle vicieux érysipèle, aggravation du lymphodème, érysipèle, aggravation du lymphodème. Ça donne un cercle vicieux. C'est pour cela, par exemple, il faut à chaque fois, si vous avez un lymphodème ou bien des récidives, mettre le malade sous antibioprophylaxie avec la benzatine, pénicilline, tous les 21 jours. Concernant la forme nécrosante, là, ça peut aller jusqu'au niveau des fascias. Mais quand même, quand vous examinez, ce que vous voyez, c'est tout simplement une dermohypodermite bactérienne nécrosante. Car pour dire qu'il y a fascite nécrosante, c'est au cours de la nécrosectomie. En enlevant le tissu mort, on peut aller jusqu'au niveau du fascia. Là, on dit fascite nécrosante. Ou bien, si on fait une IRM, l'IRM va localiser le tissu atteint et ça peut être jusqu'au niveau du fascia. On parle de fascite nécrosante. Donc, pour dire qu'il y a fascite nécrosante, c'est à la chirurgie ou bien à l'IRM. La seule chose que vous pouvez voir en tant que médecin, c'est une dermohypodermite bactérienne nécrosante. Et quand même, c'est rare en pédiatrie. Là, vous avez le tableau d'érysipèle avec des plages de nécrose. Ces plages de nécrose sont caractérisées par une hypoesthésie ou bien une anesthésie. Et c'est associé à une altération de l'état général. Il faut savoir que la dermohypodermite bactérienne nécrosante peut s'installer d'emblée, sans passer par l'érysipèle. D'accord? Mais aussi l'érysipèle peut évoluer vers la dermohypodermite bactérienne nécrosante. Et cette dermohypodermite bactérienne nécrosante constitue une urgence médico-chirurgicale. Au minimum, une biantibiothérapie associée à la nécrosectomie. Quels sont les facteurs de risque chez l'enfant? Là, quand c'est une infection monomicrobienne, c'est essentiellement le Staphylococcus aureus ou bien le streptocoque bêta-hémolytique, que ce soit A, C, B, G. Les antécédents de varicelle dans le mois qui précède l'épisode, les effractions cutanées, les traumatismes fermés, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais aussi la dépigmentation cosmétique volontaire. Pour les formes polymicrobiennes, là, c'est essentiellement dans un cadre nosocomial. Ça implique des cocciagrammes positifs. On peut avoir aussi des entérobactéries ou bien des anaérobies. Un terrain immunodéprimé, que ce soit une neutropénie, quelle que soit donc la cause, mais surtout une neutropénie post-chimiothérapie, une neutropénie de la corticothérapie, ou bien la corticothérapie elle-même entraîne une immunodépression. L'infection à VIH, bien sûr, c'est la principale cause d'immunodépression dans notre contexte, mais aussi le diabète et une dénutrition sévère.